Eh bien voilà, bonjour Marc Vossem. Alors je démarre avec toi la septième rencontre de mes TVChin de ce mois d'août 2021 qui sont pour moi des petites bouffées d'oxygène. C'est des moments où justement je vais prendre un petit peu de temps pour rencontrer des gens dont j'ai entendu parler ou qui m'ont inspiré ou dont j'ai vu la photo. Voilà. Et j'ai envie d'en savoir plus parce que je pense que c'est comme ça qu'on ne meurt pas idiot. Et puis, il y a toujours des pépites déjà, rien que dans ta bio, pour moi, il y a des pépites. Alors, je t'ai rencontré aussi par le biais de notre éditeur commun, puisque toi, tu as écrit un livre qui va être aussi une de nos bases aujourd'hui, qui s'appelle Balancer vos ondes positives. Et ce n'est pas pour rien que tu l'as appelé comme ça, parce qu'effectivement, tu es CEO de Hey Group, qui regroupe 4 radios qui sont Nostalgie, Nostalgie Plus, Chérie et Énergie, si j'ai bon souvenir. Exact. Tu m'arrêtes quand je fais des fautes parce Tout que va bien, tout va j'ai bien, je suis dégusté très ta bien. bio et ton livre, mais bon, voilà, je l'ai dégusté en faisant, voilà. Et donc, effectivement, ce n'est pas pour rien que tu mets balancer vos ondes positives, et puis c'est aussi tout ton parcours. Et j'ai souri beaucoup de fois, en fait, en lisant ta bio. D'abord parce qu'on a des références communes et tout le monde ne connaît pas les 45 tours de Claude François. Voilà. Mais la première, c'est parce que ce qui m'a beaucoup touchée dans ta bio, c'est qu'en fait, tu as un parcours de résilience parallèle à un parcours d'abondance d'opportunités. Et le point commun, c'est un mot qui m'a beaucoup touchée, qui est l'attention. Tu as dit, j'ai développé une qualité essentielle d'attention. Alors, c'est vrai que quand on regarde ton histoire, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est ce qui fait certainement l'homme dont tu es, parce que j'ai vu un petit témoignage de ta femme qui disait qu'au début, tu n'étais quand même pas, tu n'étais pas l'homme que tu es aujourd'hui. Non, pas vraiment. Non. Voilà. Et puis, J'ai voilà, évolué, heureusement, bah oui. heureusement. Et puis, on voit aussi en fait que tu te régales de saisir les opportunités qui vont alimenter ton projet. Alors, par rapport à ça, est-ce que tu trouves que c'est juste? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous dire? Non, tout est juste. Cela dit, oui, effectivement, j'ai envie de dire plein de choses, comme toujours. Et donc, il va falloir que tu m'arrêtes d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, parce que le temps est ce qu'il est. D'abord, en fait, je vais faire une petite référence à Claude François. Et la chanson qui était pour moi la chanson et le 45 tours, qui est toujours d'ailleurs encadré à la maison, Oui, c'est le 45 tours, si j'avais un marteau. si j'avais un marteau. Ouais. Et en fait, c'est étonnant parce que Claude François avait pour moi, était, quand on ne le connaît pas vraiment, quand on ne connaît pas l'homme, pour moi, était ce garçon sautillant, bondissant, croquant la vie à pleines dents, mettant tout ce qu'il faut, mettant tout son enthousiasme, sa passion, son énergie au service, en fait, de la chanson, au profit des gens, pour effectivement apporter aux uns et aux autres, mais tout ce qu'il avait, toute cette énergie incroyable qui débordait en lui. Et il avait cet art consommé de la scène, ce que j'aime beaucoup aussi. Et donc, ce qu'il représentait comme personnage était pour moi, j'avais envie totalement d'y identifier. Donc, le premier 45 tours que j'ai reçu de mes parents, c'était Si j'avais un marteau, Claude François, et on est en 1963. Donc, j'avais 6 ans. Et derrière ça, alors ça, c'est la face lumière, et puis il y a la face sombre, effectivement, de Claude François, et quand on a appris au fur et à mesure des décennies qui ont suivi son décès, quel homme il était, intransigeant, dur, compliqué, volage, mettant effectivement en avant un certain nombre d'ombres de sa personnalité. Ben en fait, on est tous comme ça. On a sa part d'ombre et sa part de lumière, et toute notre vie est guidée par le fait de tenter de faire en sorte qu'il y ait plus de lumière que d'ombre qui ne sortent de nous-mêmes et qui rayonnent autour de nous. Super. Et effectivement, en fait, c'est vrai que toi, tu as eu, dans ton enfance, tu dis ton père, je crois que c'est plus ou moins la même période d'ailleurs que ton papa a perdu son boulot. Et En fait, c'est à 8 ans. mon papa n'a pas perdu son boulot, mais il a racheté une entreprise en 66. Il a racheté une entreprise, mais derrière cette entreprise lumineuse en surface, il y avait énormément de zones d'ombre en dessous. Et donc, il a été à ce point trahi par
celui à qui il avait acheté, qui était aussi Ça, c'est très dur. son associé, il a sombré dans la dépression. C'est ça. Il est parti pendant 3 semaines en Espagne pour pouvoir tenter de se remotiver, de se revenir à bloc. Et effectivement, entre l'avant et l'après, ben, mon papa avait changé de manière importante. Et cette période, effectivement, m'a marqué énormément. Comment est-ce qu'on peut... parfois, il faut se méfier de ses meilleurs amis. Et donc, être attentif à ça applique une maxime qui est importante. Je pars toujours du principe qu'il faut faire confiance, a priori. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on applique dans les entreprises libérées, on en parlera sans doute. Faire confiance a priori. Néanmoins, il y a ce que j'appelle la vigilance. Et la vigilance, c'est aussi dans l'attention, et on y reviendra tout à l'heure, être vigilant, non pas être méfiant, parce qu'on ne fait rien avec la méfiance. La prudence, parfois, peut servir, ou régulièrement, mais je pense que la vigilance est l'élément qui doit être en permanence quelque chose qui nous guide. Tout à fait. Et ça revient, comme tu dis, à ce que tu appelles, enfin ce que moi j'ai entendu comme mot qui m'a beaucoup séduit, c'est l'attention. L'attention que tu portes. Au départ, quand tu avais mis ce mot-là, je pensais que tu allais utiliser le mot comme un focus. L'attention portée, tu vois, le focus. Et non, en fait, toi, tu dis bien, finalement, c'est l'attention aux signes, c'est l'attention aux événements, c'est l'attention aux gens aussi. Hein. Ben, ça va m'amener peut-être justement à mon deuxième point qui m'a touchée dans ta bio. Et c'est des questions finalement que beaucoup de gens, même de notre âge, parce qu'on a la même génération, je crois que tu as 1 an de moins que moi, si je calcule bien, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais quelle est ma voie? Alors toi, tu dis un homme à la recherche de sa voie, en même temps, j'ai l'impression que toi, ta voie, tu l'as trouvée, c'est le chemin pour y arriver, peut-être qui est venu d'une manière opportune, mais positivement. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans ta bio, c'est que tu dis la radio était en moi depuis toujours. Alors, oui, en fait, si tu veux, et c'est ça qui est magnifique dans ma vie, en tout cas, et ce que je souhaite à toutes les personnes que je rencontre, et même celles que je ne rencontre pas, c'est de pouvoir trouver sa passion qui peut tenir le moteur le plus important de son existence, sa passion qui peut devenir un métier, ce qui est le cas chez moi. Donc, en fait, à 6 ans, enfin non, à 7 ans pour être précis, je découvre en 1964 une radio qui s'appelle Radio Caroline, qui est une radio pirate. Pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas ce qu'étaient les radios pirates à l'époque, c'est après la guerre, les radios publiques étaient à foison, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de radio en Europe, plus de radio privée, plus de radio commerciale, parce que pendant la guerre, les gouvernements s'étaient rendus compte à quel point la radio pouvait être, d'ailleurs Hitler disait que la radio, les transistors étaient plus puissants que les chars. Donc la communication, ce qu'on pouvait faire passer par les mots et donc par les ondes, était un outil extrêmement, extrêmement puissant. Et donc, jusqu'en 1958, il n'y a plus eu de radio libre ou de radio privée ou de radio commerciale. Et en 1958, à la fois au Danemark et en Hollande, 2 armateurs, 2 fous de radio, ont décidé, et de liberté, et prix liberté, ont décidé d'armer des bateaux, et quand je dis armer, c'est dans les 2 sens, que l'on pourrait le prendre, c'est-à-dire armer de radios, d'émetteurs, d'une antenne, pour pouvoir émettre à partir des eaux internationales où ils ne pouvaient pas, où les bateaux ne pouvaient pas être saisis. Et donc, ces bateaux ont commencé à émettre. Une radio donc danoise et une radio hollandaise ont commencé à émettre à partir des eaux internationales. Et en 1964, il y a un certain nombre de radios qui ont commencé à naître, radios pirates dans les eaux internationales sur des bateaux. Et en 1964 apparaît le 1er octobre Radio Caroline. Radio Caroline qui est la radio qui, pour les amateurs de radio, a été celle qui a inventé en Europe tout ce qui était déjà présent aux États-Unis, mais qui pour nous était totalement absent. Et qui, tout d'un coup, m'a fait rentrer dans un monde, je ne comprenais pas l'anglais, mais je trouvais que l'élan
des animateurs, des animatrices, c'était d'abord des animateurs d'ailleurs, sur ces bateaux, il y avait une dynamique, une force, un enthousiasme, une puissance de conviction, une envie de partager, et puis la musique qui baignait ces ondes. Moi, j'ai plongé là-dedans et je ne suis plus jamais ressorti. Donc, j'ai eu cette extraordinaire chance que ben, ces radios sont apparues à ce moment-là. Je suis tombé dessus et je ne l'ai plus jamais quitté. Et ça, c'est magique, quoi. Et donc, à 64 ans, je réalise toujours le rêve que j'avais envie de réaliser quand j'en avais 8. Justement, là, j'ai envie de faire une petite aparté, de te poser une question. Je ne sais pas si tu as une réponse. Est-ce que tu penses qu'on a chacun en nous, depuis tout jeune, quelque chose qui nous transporte? Et peut-être qu'on ne peut plus entendre par la force de l'éducation ou des choses comme ça. Comme toi, tes parents t'ont conseillé de faire un vrai métier et de vraies études. Je vois bien ce que ça veut dire. Et quelque part, tu aurais pu rester dans ce lit-là, qui n'est pas ton lit, et suivre ce courant-là. Non, toi, tu as eu des opportunités, mais tu les as saisies aussi. Et moi, ma question, c'est vraiment une question philosophique. Est-ce que tu penses que chacun de nous, on porte ça en nous depuis très, très jeune? Alors, je pense que chacun de nous porte en lui des valeurs, des talents euh, qu'il parvienne ou qu'il parvient, chacun ou chacune, à exprimer ou pas. Ces talents s'expriment, ils sont là, c'est évident, et chacun possède ça dans son ADN à sa naissance. Alors, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est l'environnement familial. Est-ce que l'environnement familial est suffisamment à l'écoute de ce talent pour pouvoir le faire émerger? Parce que soi-même, quand on est gosse, on n'a peut-être pas le talent de faire émerger son propre talent. Et qu'il faut donc un environnement, que ce soit un environnement éducatif ou familial. Il faut donc un environnement. Moi, j'ai eu cet environnement qui m'a permis effectivement de me déployer, d'avoir confiance en moi et de pouvoir effectivement faire naître des petites choses. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense que le métier qui va nous permettre d'exprimer notre passion, ou l'activité qui va nous permettre, n'est peut-être pas présente au moment de notre enfance ou même de notre adolescence. Et que ce métier, cette activité apparaît en cours de chemin. Soit il est déjà là, moi c'était le cas, la radio était là, mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres métiers, d'autres univers qui ne sont pas encore là et qui apparaissent en cours de route. Alors il faut effectivement, il s'agit de saisir ces opportunités, mais ça veut dire aussi que pour saisir ces opportunités, pour faire cette activité ou ce métier-là, il faut qu'on ait, dans sa jeunesse, pu déployer ce talent ou ces talents qui, derrière ça, va s'exprimer dans ces métiers, ces activités. Et la troisième chose, le troisième élément, c'est qu'il est probable, ou possible, pas probable, mais possible, que le métier existe déjà, l'activité existe déjà, mais que l'environnement général n'ait pas permis cette éclosion, l'éclosion du talent qui permettait d'exercer le talent. Et que peut-être que ça vient en cours de route, parce que là aussi, les opportunités naissent. Donc je pense que tous ces éléments-là sont possibles, mais les talents qui font en sorte qu'on peut s'exprimer de manière magnifique dans un métier, dans une activité, est là, il est au départ là, il faut le faire se révéler. J'aime bien ce que tu dis et je trouve que c'est intéressant pour ceux qui vont nous écouter après. Bon, en général, je suppose que c'est ton message, c'est de distinguer talent et métier. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sous-entendu, quel est le métier que je vais faire? Alors que la vraie question, c'est quel est le talent et où est-ce que tu peux l'exprimer? Exact, exact. C'est la même chose. C'est la même chose que la différence entre attitude, comportement et compétence. Voilà. On est dans 2 éléments différents, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Dis Marc, alors si je fais une parenthèse et que je suis audacieuse, c'est quoi alors toi ton talent? Alors, je pense que mon premier talent, c'est d'aimer les gens. Je pense que c'est le premier talent que j'ai pu exprimer. Et mon deuxième talent, c'est mon optimisme.
C'est cette force incroyable qui me porte. Et vous savez, il y a un philosophe qui disait, Alain, il disait le pessimisme est de nature, l'optimisme est de volonté. Parce que nous sommes des pessimistes de nature, ça date, c'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN de notre de l'être humain, c'est qu'on a appris à être, pour reprendre les termes que je disais tout à l'heure, parfois méfiant, parfois prudent, parfois vigilant. L'homme de Cro-Magnon, quand il sortait de sa grotte, il veillait à regarder à gauche et à droite pour voir s'il n'y avait pas un mammouth ou un tigre. Oui, c'est ça. Et il veillait le pessimisme qu'il utilisait, c'était pour se protéger, évidemment. On risque toujours de rencontrer un danger, donc soyons extrêmement, extrêmement méfiants. Je pense que c'est utile. Le problème n'est pas le pessimisme ou l'optimisme. Le problème est l'optimiste ou le pessimiste. Le problème, c'est quand on ne voit que les choses magnifiques, belles, ou que les choses horribles et terribles. Donc, en fait, je pense que nous sommes les deux. Nous avons de l'optimisme et du pessimisme en nous. Tout ce qui, moi, m'a été donné par mes parents et par mon environnement, c'est précisément de voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Et pour moi, la définition de l'optimisme, c'est face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Face à un problème, ça veut dire qu'on est lucide, hein, ce n'est pas de la naïveté. Imaginer une solution, ça veut dire qu'on a la volonté d'imaginer cette solution et tout faire pour la mettre en œuvre, ça veut dire qu'il faut du courage. L'optimisme, c'est pour moi de la lucidité, du réalisme, donc, de la volonté et du courage. C'est loin de la naïveté et ça permet juste de se dire, OK, il y a un mur, il y a une difficulté, il y a un problème. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le contourner et comment est-ce qu'on fait pour passer au-delà? Et pour moi, ça a été ce talent d'optimisme. Et je lirais un troisième talent, mon enthousiasme, c'est-à-dire que c'est lié aux deux premiers. Quand on aime et qu'on est optimiste, en général, on a tous les éléments pour être enthousiaste et pour pouvoir générer des choses qui sont enthousiasmantes. Alors, tout n'est pas rose tout le temps, loin de là, hein, mais c'est vraiment voilà. Je pense que ça, ce sont trois éléments qui sont aujourd'hui pour moi des clés absolues. Pour reparler de l'amour un instant, et tu parlais de l'attention tout à l'heure, oui. Il y a Rosa Poletti qui disait que l'attention est l'autre mot de l'amour. Quand on est attentif aux autres, on aime les autres. C'est aussi simple que ça. Alors, le mot amour est souvent quelque chose dont on parle avec prudence, voire méfiance à certains moments. Et puis on dit que c'est bisounours, c'est parler d'amour en entreprise, ça ne va pas. Ça n'a aucun sens. On a tous besoin d'amour. On a tous, personne, Brigitte, ne me dira en face à face, je pense en tout cas, je n'en ai pas encore rencontré, que je n'ai pas besoin d'amour, que nous n'avons pas besoin d'amour. Dans tous les milieux, que ce soit professionnel, personnel ou autre, nous avons besoin d'amour. Et l'amour s'exprime de toutes les manières possibles et imaginables. L'attention est une de ces manières. Et Rosa Poletti, qui est un très chouette livre, je vous l'invite à le lire, dit vraiment ça, faire attention à l'autre, être attentif à l'autre, l'écouter, il y a des mots qui sont hyper simples. Dire bonjour à quelqu'un, c'est déjà lui apporter une attention qui est juste incommensurable. Il y a des personnes dans la vie qui sont tellement seules que personne ne leur dit bonjour. C'est comme si elle n'existait pas. Bon, voilà, mais on pourra en parler des heures hein, sur l'amour et sur l'attention. Alors, Brigitte, je vais encore juste faire un point. En termes entrepreneurial, l'amour, comment est-ce que dans une entreprise, l'amour peut s'exprimer? Alors, les Grecs avaient trois manières de dire le mot amour. Il y avait l'éros, c'est le côté sexuel, ce qui en entreprise n'a pas bien donné et ne donnera jamais bien, à mon avis, surtout quand il y a abus et harcèlement. On est avec ça pour l'instant. Puis il y a le côté philia et le côté agapé. Philia, c'est l'amitié, c'est le côté amitié, c'est l'attention, et l'agapé, c'est l'amour universel. Effectivement, ça s'exprime par la bienveillance, par l'attention, par la gentillesse.
par plein d'éléments. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, ça revient dans les trois qualités dont tu parles. Enfin, je ne sais plus si c'est qualités dont tu parles ou les trois attitudes dont tu parles et qui sont essentielles. C'est vrai que je préfère quand tu dis amour que bienveillance, moi, mais bon, voilà. Pourtant, enfin, je vais revenir 30 secondes à ta biographie, si tu veux bien. Oui. Et tu dis que l'optimisme, c'est finalement de savoir qu'il y a un problème, d'avoir la volonté et le courage de porter la solution. Et alors, j'aime bien jouer à l'avocat du diable parce que contrairement à ça, toi, tu dis que depuis très jeune, tu portais en toi ce projet de faire quelque chose de grandiose avec la radio. D'ailleurs, vous avez été 30 ans quand même des radios, comment est-ce qu'on dit, illicites. Hein, oui, c'est ça. Mais par contre, tu dis aussi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Et donc, tu vois, enfin, je sais pas, pour moi, il y a un truc, c'est quoi le talent en plus? Tu vois, c'est quoi le talent en plus si fondamentalement tu sais que c'est ça, puis tu te poses même plus la question, tu avances et tu n'as pas de plan de carrière, mais tu vas y arriver. Et pour moi, il y a une vraie leçon à tirer, beaucoup plus méta quelque part, dont on n'ose pas toujours parler. Enfin, tu sais, en fait, je pense que quand on relie l'amour, l'optimisme et l'enthousiasme, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition. Steve Jobs disait, d'une certaine manière, votre cœur et votre intuition savent déjà ce que vous allez être, tout le reste n'est que secondaire. Ben, je pense que c'est vraiment ça. On porte en nous déjà ce que nous serons. C'est déjà là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais on a tous les éléments. Tous les éléments. C'est comme un jeu de Lego, vous voyez. On a tous les Legos qui sont à notre disposition. Alors, on peut faire une jolie maison ou on peut faire un truc qui ressemble à rien. Encore une fois, comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on fait? Ben ça, alors, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est comment avoir de la chance? Et qu'est-ce que la chance? Voilà. En fait, pour moi, la chance, c'est de pouvoir, ce que tu disais tout à l'heure, saisir les opportunités, en fait. Et comment est-ce qu'on peut saisir les opportunités? Comment est-ce qu'on peut les voir? Voilà, ça, Comment est-ce qu'on... c'est là que je voulais t'amener un petit peu, voilà. Je me doute. En fait, pour moi, avoir de la chance, et je reviendrai aux opportunités juste à la fin, avoir de la chance, il faut 4 choses, 4 éléments pour avoir de la chance. Premièrement, d'abord, être une chance. Être une chance pour quelqu'un. Être capable de pouvoir généreusement donner quelque chose, peu importe quoi, du temps, de l'argent, des conseils, être présent, être utile, servir quelqu'un, être une chance pour quelqu'un. Ensuite, il faut être aimant. Un aimant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand vous aimez les gens et que vous y prêtez attention, inévitablement, vous êtes un aimant parce que les gens viennent à vous. Quand ils savent que vous leur prêtez attention et que vous êtes attentif à eux, ils viennent vers vous. Vous êtes un aimant, donc dans les deux sens du terme. Troisième élément, être audacieux, avoir de l'audace. Et c'est quoi avoir de l'audace? L'anagramme du mot audace, si je laisse quelques secondes aux uns et aux autres le temps de réfléchir comment est-ce qu'on peut mêler, voilà. L'audace, c'est un cadeau. Donc, 97% des gens sur cette terre ont envie d'aider les autres. Mais en général, ils ne savent pas comment. Ils ne savent même pas que l'autre a besoin d'être aidé. Ce n'est pas le cas quand il y a des inondations. Je pense que là, c'est très, très clair. Et on a vu en Belgique, on a vu les élans de solidarité magnifiques qui sont nés. Et ça n'est pas fini. Et il faut encore continuer à être là pendant des mois et des mois. Ce n'est pas parce que ce n'est plus au devant de l'actualité qu'il n'y a plus ces besoins qui sont là. Je pense que beaucoup de gens l'ont compris. C'est oser demander de l'aide. On a souvent peur de demander de l'aide. On n'ose pas. On n'a pas cette audace. Eh bien, oser demander.
c'est un élément essentiel parce que vous trouverez, à partir du moment où vous osez demander, vous trouverez, j'allais dire à 97%, parce que la perfection n'existe pas, vous trouverez de l'aide. Alors peut-être pas auprès de la première ou de la deuxième personne à qui vous vous adressez, mais vous trouverez de l'aide. Et le quatrième élément, c'est être attentif à ce qui se passe. Être attentif à ce qui se passe autour de vous. Parce que la vie, contrairement à ce que, et j'ai cette conviction absolue, et je précise juste que je ne détiens aucune vérité. Jamais. C'est juste ce que moi j'ai vécu et mes convictions profondes. La vie vous apporte des choses. Alors il faut juste prendre le temps de les voir. Vous voyez des opportunités, que ça se présente en termes d'événements, que ça se présente en termes de circonstances, que ça se présente en termes de personnes, peu importe. La vie vous apporte dans vos journées des choses et soit que vous voyez, et vous avez le choix de dire je prends ou je ne prends pas, soit que vous ne voyez pas parce que, à un moment ou à un autre, vous êtes tellement dans votre train que vous ne regardez pas autour de vous et que vous avez vos œillères. Or, la vie, l'attention, et donc c'est ce que tu disais, tu parlais tout à l'heure d'opportunités, hein, l'attention aux opportunités, c'est essentiel pour pouvoir apprendre et prendre ce que la vie vous apporte. Vous donnez et il vous sera rendu à un moment ou à un autre. Alors, pas nécessairement de manière systématique immédiatement, mais c'est le cas. Donc, je pense que ces éléments-là, pour pouvoir se dire être une chance, être un aimant, être audacieux, être attentionné par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, prêter attention, donner de l'attention, ce sont des éléments essentiels. Et je pense que j'ai eu, et c'est ce que tu voulais me faire dire, ce quatrième talent alors, c'est de pouvoir être attentif à ce qui se passe autour de moi, parce que je suis, je bouffe la vie, je mords la vie, je mords dans cette vie et elle est redoutablement magique. Et j'ai eu, malgré toutes les difficultés auxquelles j'ai été confronté, je peux dire que j'ai de la chance. Oui, donc c'est ça. Tu as créé la chance. Mais j'aime bien, c'est important ce que tu dis parce que, et je reviens 30 secondes parce que c'est quand même pas l'objet de ton livre, mais je te dis, ta biographie en elle-même, elle m'a déjà touchée. Je trouve qu'il y a des tellement gros messages pour beaucoup de gens que je dirais, on en fait un livre, quoi. Mais quand tu disais, voilà, on porte en soi, mais on le réalisera peut-être pas. Moi, j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire, tout est là pour que tu le réalises. Mais comme tu dis, soyons audacieux, soyons aimants, soyons attentifs, etc. Mais c'est là. Et c'est dans une sorte, ce matin j'écoutais Edgar Tolle, mais c'est dans une sorte d'acceptation des choses et de foi. Enfin, c'était aussi le mot auquel j'avais envie de me raccrocher, mais c'est vrai que la foi, faisons attention. Oui, tu sais, Brigitte, la foi, c'est quelque chose de très spirituel, mais le spirituel n'est pas lié nécessairement à la religion. Hein. Non, non. La foi, enfin, je sais que tu le sais, la foi, c'est aussi avoir foi en soi, en confiance. Il y a le mot foi, hein, c'est avoir foi en soi, oui. Et en foi et confiance dans les autres, c'est aussi avoir la foi. Et je trouve que c'est très intéressant la manière dont le mot foi a été à un moment ou à un autre dévoyé parce qu'on n'y voit que le côté religieux. Or, ce n'est pas du tout le cas quand on fait attention. Que dis-tu? Et le côté sectaire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Alors, je te disais qu'il y avait 3 points donc, qui m'avaient touché dans ta bio. Donc, c'est le lien entre résilience, abondance et le pont avec l'attention. Le fait que on porte en soi quelque part, mais j'aime bien la distinction que tu as fait entre nos talents et la manière de le réaliser, donc notre métier. Puis la troisième, c'est que j'aimais bien aussi ta manière de passer de l'individuel au collectif. Et de toi, finalement, à l'entreprise. Et je vais passer directement là à ta rencontre avec Valérie, qui fait quelque part ce livre. Hein, et donc Valérie, qui est ta complice, Valérie Malice, qui est ta complice dans l'écriture de ce livre, en fait, elle a aussi un fameux parcours de résilience dans ce que j'ai compris, un très beau, enfin oui, j'ai envie de dire un très beau parcours de résilience, parce que même si les événements sont
sont difficiles, c'est la manière dont on y fait face qui est magnifique et qui sont des leçons. Et en fait, j'aime beaucoup la manière dont elle dit que finalement, elle est arrivée en entreprise. Et j'ai entendu deux leçons dans ce qu'elle disait. C'est que finalement, si j'ai bien compris, elle est passée, elle, d'un statut d'employé, de collaborateur, à tout à coup, comme ça, elle a été propulsée dans le monde dans le management de sa propre équipe. Hein, ce qui est des questions effectivement dont on se pose souvent. Mais alors c'est quoi? Je fais la bise, je vais prendre le café avec eux. Donc c'est des questions vraiment, voilà, comment est-ce que je prends ma place alors que je change de statut? Et j'ai été aussi très touchée dans ce qu'elle disait. Elle disait finalement, les gens que j'ai rencontrés là en entreprise souffrent tous d'un problème, ou pour la majorité, d'un problème d'image de soi. Et c'est terrible parce que je me rends compte qu'on arrive bien souvent un peu capoter en entreprise en pensant que l'entreprise va nous recréer et finalement on en sort encore plus capoté. Et donc, je pense que, voilà, quelque part, elle a suivi un de tes séminaires parce que c'est aussi une des multiples activités, c'est que tu donnes des séminaires leadership inspirant et inspiré. Et donc, si j'ai bien compris, elle a suivi un de tes séminaires et vos deux approches ont donné l'envie d'écrire ce livre. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire ce livre qui est à destination des entreprises essentiellement, même si on a plein de messages. Voilà, c'est quoi la mission en fait de ce livre? Écoute, merci de parler d'elle aussi parce que ce livre n'aurait pas existé si notre rencontre n'avait pas eu lieu. Et elle a eu cette audace de venir me dire à la fin du séminaire auquel elle a assisté concernant le leadership, elle m'a dit « Marc, j'ai vécu un très très chouette séminaire, mais honnêtement, on peut mieux faire. » Ça, c'est des cadeaux aussi, ça. Je pense que je peux t'apporter quelque chose. Et alors, j'ai été très touché par cette audace. Je pense qu'il faut être suffisamment humble pour reconnaître ses limites. Et je pense que je suis ça, enfin en tout cas j'ai appris à l'être, et à avouer mes limites, avouer mes faiblesses, avouer mes fragilités. Parce que c'est en avouant ces fragilités, ces faiblesses, ces limites, que l'autre peut prendre une place qui nous aide à nous dépasser, à nous déployer et à devenir réellement qui on est. Et pas enfermé dans ce que l'on croit être le meilleur de nous-mêmes, alors qu'il y a encore des tas de choses à faire évoluer. Donc Valérie a été pour moi un élément, c'est Paul Éluard qui disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. D'ailleurs, c'est un petit peu un de tes adages, il n'y a qu'à pas. Hein? Oui, il n'y a pas de hasard parce que il n'y a pas de hasard, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que je suis persuadé que, comme Steve Jobs le disait, ou comme Paul Éluard le dit, ou plein d'autres, on a à un moment ou à un autre des opportunités qui se créent et nous choisissons de les prendre ou de ne pas les prendre en fonction de nos événements et de notre vision des choses. Et Valérie a été une chance pour moi. Et elle m'a permis effectivement, je vais donc revenir à ta question, l'écriture de ce livre, c'est pour commencer à transmettre. Tu sais, quand on a entre 10 ans et 30 ans, on apprend. Entre 30 ans et 50 ans, je schématise évidemment, on produit. Après 50 ans, on a plus envie de transmettre. Donc voilà, on apprend plus entre 10 ans et 30 ans, on produit plus entre 30 ans et 50 ans et on transmet plus. Voilà, et c'est évidemment toujours des questions d'équilibre. Et donc, cette envie de transmettre, on l'a partagée tous les deux, parce qu'aujourd'hui, on est dans un basculement de société. On a pendant 150, 170 ans vécu la période de la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle révolution. Le monde de l'entreprise est en pleine révolution. Et ce monde de l'entreprise, avec la pyramide hiérarchique traditionnelle, le patron, et puis en dessous, les managers, et puis la base, etc., tout ça, ça a été construit sur un modèle. Et ce modèle est en train d'exploser complètement. Quand on voit le niveau d'engagement des équipiers, des équipières au sein des entreprises, et tu verras que je ne parle pas de travailleurs, de travailleuses, de salariés et de salariés, mais je parle d'équipiers et d'équipières. Et on pourra peut-être aborder la raison pour laquelle je fais ça. Mais je pense aujourd'hui que, a fortiori avec les nouvelles générations, les jeunes,
les millénials, comme on dit, ou les générations Y, les On ne générations rigole Z, plus avec eux. on vivait, mais tu vois, nos générations, les baby-boomers et les générations X, donc les baby-boomers, c'est jusqu'en 1963, ceux qui sont nés avant 63, les générations X, ceux qui sont nés jusqu'en 80, et puis il y a les Y et les Z. Les nouvelles générations, dans le monde du travail, contrairement à nous qui étions dans l'obéissance et la déférence, aujourd'hui, c'est l'autonomie, la liberté et le partage très, très différent au niveau des responsabilités, Et la avec une recherche envie de... d'informations cohérentes. Moi, je sens très fort, ils peuvent faire, et là, je reviens aussi au leadership, si tu n'es pas un leader cohérent, tu ne passes plus aujourd'hui. Alors qu'avant, tu avais l'étiquette de directeur, c'était bon. Exact. Aujourd'hui, nos gestes et nos paroles doivent être en harmonie. Nos actes et nos paroles doivent être en harmonie, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a accepté, nos générations ont accepté plein de choses. Oui. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, on a voulu dire aujourd'hui, et on a pris connaissance d'un modèle, que ce soit l'entreprise libérée d'Isaac Getz, que ce soit l'holacratie de Frédéric Laloux, de modèles où être soi, l'autogouvernance étaient des éléments où il y avait des entreprises où il y avait la possibilité de s'exprimer autrement qu'auparavant. Et comment est-ce que ces entreprises, ces organisations pouvaient vivre autrement? En faisant plus confiance, en étant plus bienveillants, en étant plus authentiques. Et tous ces éléments nous ont excités. On s'est dit, mais purée, c'est finalement ce qu'on cherche. Finalement, c'est ce qui est possible de réaliser. Et moi, j'avais entamé, sans le savoir, sans avoir connaissance de ces modèles, chez N Group, j'avais déjà entamé ce processus où l'être humain était beaucoup plus au centre de la stratégie, avant même le profit. Bien sûr, il faut qu'une entreprise soit profitable, mais jamais au détriment de l'être humain. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place, mais de manière totalement inconsciente et sans suivre un modèle. Et puis, je me suis aperçu que des modèles existaient qui allaient bien au-delà de ce que je faisais et que j'ai commencé à apprendre, à vivre et à faire vivre ici en interne. Et aujourd'hui, ce livre est une sorte de, et d'ailleurs on voit dans le livre, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui travaillent chez Engro, et témoignages aussi de personnes avec qui Valérie a travaillé chez GSK, dont elle a été membre pendant 24 ans. On a, nous, testé des choses, on a vécu des choses, et on s'est dit qu'on a fait des erreurs. Ok, c'est aussi une des forces, hein, c'est de pouvoir reconnaître ses erreurs. On a un devoir d'apprentissage, on est dans l'apprentissage toute sa vie, on apprend tout le temps. Accepter ça et accepter qu'au sein de l'entreprise, des erreurs soient commises, comme au sein de la famille, comme au sein de toute organisation. On peut faire des erreurs, on doit faire des erreurs pour apprendre. Il faut juste que ces erreurs ne se reproduisent pas à l'infini, évidemment. Et donc, tout ce processus d'évolution, l'entreprise libérée, de grandissement de l'être humain dans ces entreprises, parce que c'est ça l'objectif, c'est de mettre l'humain au centre et de redonner le goût de la participation, des activités en équipe, des actions coordonnées qui permettent effectivement à l'entreprise de grandir, mais à chacun effectivement d'exprimer ce qu'il est au sein de l'entreprise. Et c'est pas, quand on est chez soi, c'est déjà pas facile d'exprimer qui l'on est. Mais en entreprise, c'est comme si on avait infantilisé les gens. Or, ce n'est pas du tout le cas. Chacun a cette responsabilité, cette conscience, ses compétences, ses talents. Et le boulot, en fait, aujourd'hui, d'un boss, d'un patron d'entreprise, d'un directeur, peu importe le mot qu'on lui donne, d'un chef, c'est de faire en sorte que chaque personne qui compose son équipe, ses équipes, puisse s'élever dans le terme élever et s'élever. S'élever, c'est aussi pouvoir grandir, grandir à soi-même, grandir pour les autres, grandir au profit de la famille, de l'organisation, de l'entreprise, mais d'abord de soi. Et de pouvoir croître, et le mot croître n'est pas pris ici en croissance financière, mais en croissance humaine, de pouvoir se déployer, se développer et de faire en sorte d'exister à son plein potentiel, c'est juste magique. Et pour moi, pour nous, pour Valérie et moi, c'est ce qu'on a voulu exprimer dans le livre, c'est vraiment l'objectif de l'organisation, c'est de faire en sorte que chaque membre de cette organisation s'élève. Or, dans les anciens modèles d'entreprise, c'est évidemment pas du tout le cas. Or, Voilà,
on a enfoncé, et c'est la même chose, tu sais, au niveau de plein de domaines, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais dans plein de domaines. Mais au niveau de l'entreprise, avant, c'était on écrase l'être humain, on s'en fout. D'ailleurs, on parlait de ressources humaines. Une ressource, Brigitte, une ressource, et tu le sais, une ressource est épuisable. Et quand on a terminé de l'épuiser, on la jette. Elle fait son burn-out et on la jette. Alors que nous, on parle de richesse humaine, Brigitte. On parle de richesse humaine. Donc, on est riche d'êtres humains. On parle, les RH, alors je sais que ça peut faire polémique, mais je m'en fous, c'est rendre heureux les gens. Voilà, c'est mignon ça. C'est rendre heureux. Et c'est comment est-ce qu'on peut chacun s'épanouir. Alors, encore une fois, tout n'est pas, on ne peut pas tout permettre et n'importe quoi, parce qu'il y a le but de l'organisation, le sens de celle-ci, les valeurs de celle-ci, le respect de celle-ci. Mais dans ce cadre, dans le but de l'organisation, dans la valorisation des valeurs de l'entreprise, dans le respect du sens, pourquoi on fait les choses. Et que chacun partage ce pourquoi on fait les choses, le sens de nos actions, pourquoi on se lève le matin. Et à partir du moment où c'est partagé, où il y a effectivement ce leadership participatif que l'on met en place, mais les choses changent. Et N-Group est un modèle, juste pas un modèle du genre, mais un modèle dans lequel on a pu nourrir ça, déployer ça. Et une des valeurs, c'est l'épanouissement. Comment est-ce qu'on peut être bien dans le milieu entrepreneurial? Eh bien, on essaye de le faire. Alors, je ne dis pas qu'on est parfait, on n'est pas parfait, ça c'est sûr, c'est clair, c'est évident, la perfection n'est pas de ce monde. Mais on tend vers. Et tout ce qu'on fait depuis tout ce temps, et c'est ce qu'exprime ce livre aussi, c'est ce qu'on a essayé d'exprimer en tout cas dans ce livre, c'est d'aller vers l'épanouissement, le leadership de l'être humain. Vous savez, l'être humain, tu le sais, Brigitte, il peut être leader d'une entreprise, leader d'un groupe, leader d'un projet, leader sur un moment, leader toute une vie, peu importe. Leader de lui. Tu dis? Leader de lui-même aussi. Leader de lui-même, bien sûr. Mais tu sais quoi? C'est l'enfant. L'enfant, quand il apprend à marcher, mais oui. Il se casse la figure 18 millions de fois. Oui. S'il est dans un milieu où on ne permet pas l'erreur, il n'apprend jamais à marcher. Hein. S'il n'est pas dans un milieu où on lui fait confiance, on sait qu'il va marcher et on lui fait confiance. S'il est dans un milieu qui n'est pas bienveillant, qui est malveillant, mais il aura les pires difficultés pour apprendre à marcher. Il ne pourra pas être leader de lui-même, il ne pourra pas appréhender des choses, apprendre, exercer, se tromper, expérimenter. C'est aussi simple et basique que ça. Est-ce que tu penses que l'entreprise en général est prête aujourd'hui à entendre ce message? Oui, 1000 fois. Et tu sais, 1000 fois, 2000 fois, 100 000 fois. Je te pose la question parce que moi, je fais ce métier depuis 34 ans maintenant. Et les 25 premières années, je les ai passées en entreprise, non, jusqu'en 2009, en entreprise, jusqu'au moment du crack. Et là, en fait, vraiment, il y a eu un premier basculement. Et c'est vrai que là, les managers, ils s'y retrouvaient, d'abord, on appelait ça des managers et pas des leaders encore. Ils s'y retrouvaient déjà plus parce qu'ils disaient, oui, mais moi, je ne suis pas là pour écouter les problèmes des autres. Je ne suis pas là pour passer du temps. Ah, moi, on me demande de rentrer des tableaux et des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai plus voulu. J'ai dit non à 90% de mon chiffre d'affaires parce que je ne m'y retrouvais plus du tout. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, je me suis vraiment éloignée de l'entreprise. Et je te le demande sincèrement, est-ce qu'elle est prête? Oui, 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 oui. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que la majorité des entreprises sont potentiellement prêtes. Alors, il faut deux conditions. La première, c'est que, et la première est remplie, dans tous les domaines, on voit aujourd'hui que dans tous les métiers, le désengagement des coéquipiers et coéquipières est un pourcentage de folie. Toutes les études prouvent que entre 10 et 15% des collaborateurs, des coéquipiers et coéquipières, des personnes qui travaillent dans les entreprises sont engagées. Toutes les autres sont soit neutres, soit totalement désengagées. Est-ce que tu te rends compte donc que les entreprises aujourd'hui ne vivent que grâce à 10 ou 15%
de leur personnel. Mais oui, c'est ça qui est terrible. Oui, mais est-ce que les entreprises, enfin, oui, elles en sont conscientes, mais est-ce qu'elles ne continuent pas à travailler avec les 15%? Alors, c'est le deuxième volet. Aujourd'hui, il y a partout, de plus en plus, que ce soit dans les PME, que ce soit dans les grosses entreprises, et ici, ça vient d'abord des grosses entreprises, il y a cette prise de conscience que le modèle, tel qu'il a été établi, c'est terminé. Et je le vis dans des grosses entreprises, dans les moyennes entreprises, dans les petites entreprises. Je le vis, je suis en contact, etc. Ça, j'ai cette conviction absolue. Alors, dans notre monde occidental, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le cas partout dans le monde. Mais en tout cas, en Europe, dans les milieux que je côtoie, il y a cette prise de conscience. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir faire en sorte que ça change? Et là, ça c'est l'autre volet. Quelles sont les personnes susceptibles de pouvoir venir apporter leurs compétences, leurs talents, leurs forces pour pouvoir nourrir les entreprises et mettre en place ces choses? Et là, évidemment, dans les entreprises même, tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui et n'est pas au même niveau de conscience et même d'être prêt à changer, parce qu'on peut avoir conscience et ne pas nécessairement avoir envie de changer. Tu sais bien que pour l'être humain, le changement est très, très compliqué à vivre, que ce soit pour les choses positives qu'on ne sait pas encore positives ou pour des choses qui le sont moins. Mais c'est très difficile à vivre. Et même ici, chez Ingroup, je l'ai partagé chez Partena aussi, avec qui je suis en contact, qui effectivement fait tout ce travail, la mutuelle fait tout ce travail de développement. Mais le corps même des coéquipiers a du mal à saisir parfois l'évolution et la manière dont les choses doivent évoluer. Parce que quand, pendant des siècles, il y a eu une irresponsabilisation ou déresponsabilisation, et tout d'un coup, on demande aux uns et aux autres d'être plus responsables, plus autonomes, plus indépendants. Ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau, hein. C'est compliqué. Donc, oui, il y a beaucoup plus de conscience aujourd'hui. De toute façon, ceux qui n'ont pas conscience, et il y en a peut-être encore, vont mourir. Les entreprises qui n'ont pas conscience de cette transformation vont à terme mourir. Enfin, encore une fois, je ne détiens pas de vérité, mais j'ai cette conscience absolue. 2, il faut effectivement mettre en place et trouver le meilleur axe qui puisse permettre à l'entreprise, en fonction de son niveau d'évolution de conscience, le meilleur axe qui puisse permettre petit à petit. Et c'est chaque fois les politiques de petits pas. Moi, j'ai voulu effectivement faire en sorte que les choses aillent très, très vite ici. Très vite, je me suis pris un mur parce que j'avais une conscience que les autres n'avaient pas. Donc, et ça ne veut pas dire que j'étais plus intelligent, pas du tout. J'avais juste pris conscience de certaines choses. Il fallait faire en sorte de transmettre ça. Mais ça ne se transmet pas en un coup de cuillère à peau. Ça se transmet progressivement et il faut mettre en place des structures, des organisations pour pouvoir permettre au fur et à mesure aux uns et aux autres de prendre conscience de ça aussi. Et accompagner. Ok, alors je sais que le temps passe, hein, mais c'est gai de te voir passionné sur ton sujet et là, tu es dedans. Hein. Oui. Est-ce que tu as encore quelques minutes? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est trop passionnant, c'est trop passionnant. Oui, c'est passionnant. Et mais justement, est-ce qu'il y a, alors moi j'ai mes questions, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais communiquer justement? Est-ce qu'il y a, voilà, parce que moi j'ai plein de questions évidemment, hein, voilà, tout est intéressant et je passerai des heures parce que j'apprends encore, même si je transmets. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de, voilà, de faire passer ou sur lequel tu as envie de mettre l'accent en fait? Tu parlais des 3 attitudes tout à l'heure. Oui. On a parlé de la bienveillance, de l'amour, de l'attention. Vous utilisez les mots que vous voulez, peu importe. Ça, c'est un élément, c'est une attitude essentielle dans nos relations aux uns et aux autres, hein, qu'on soit boss, équipier, leader, peu importe. Ça, c'est un élément essentiel. Deuxième élément essentiel, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'authenticité. C'est-à-dire de montrer sa vulnérabilité. Qu'est-ce que tu mets dans l'authenticité en entreprise, justement? Eh bien, montrer ses fragilités, montrer sa vulnérabilité. Que dis-tu? C'est oser dire je ne sais pas plutôt que… Oui, bien sûr, c'est oser dire, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour réussir la mission que l'on m'a confiée. Ouais. J'ai besoin de toi pour pouvoir grandir. J'ai besoin de toi à mes côtés pour pouvoir…
Et tu sais, il y a un côté de, il faut remettre dans le boulot un peu plus d'amour que d'ordinaire. Il y a cette phrase, c'est « Sois rassuré, j'ai besoin de toi pour atteindre le résultat, pour réussir ma mission. » Et si tous les matins, vous pouvez regarder les gens qui sont avec vous et que vous leur dites dans vos yeux, sois rassuré, j'ai besoin de toi. Comment est-ce que vous pensez, comme un gosse, hein, la même chose, vous dites ça à vos enfants, ça change quand même complètement la donne de sa journée. Hein. Tu Dites sais, ça. Oui, j'ai juste envie, parce que je souris là, parce que j'ai rencontré un manager d'une PME qui cartonne en Wallonie. Quand il arrive au boulot, il ne dit jamais bonjour à ses collaborateurs, mais il leur dit merci. magnifique. Et la première fois, quand il a commencé comme ça, il me dit, mais moi, je te préviens tout de suite, Brigitte, moi, ne me fais pas dire bonjour à mes collaborateurs. Tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce manager qui me dit, allez, suis-moi. Oh purée, là, je me suis effondrée. Parce que vraiment, et pour les collaborateurs, c'était une démarche aussi d'apprendre à recevoir ce merci et d'apprendre que leur place, elle est fondamentale. C'était vraiment très… J'en ai la chair de poule quand je t'en parle parce que pour moi, ça a été un moment, une vraie expérience, comme quoi nos clients peuvent être aussi des beaux formateurs. Mais ça a été une vraie expérience plutôt de voir l'humilité qu'il fallait pour les collaborateurs d'accueillir ce merci. Tu vois, lui, il l'avait intégré, mais les collaborateurs, c'était « mais non, non, c'est normal, c'est normal ». Non, non, alors que ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils disaient « merci ». C'est top, c'est top, bah, c'est top. Bravo, bravo. Et tu vois, le bonjour, bravo, merci, je t'aime. Alors, le je t'aime, pas comme ça à nos équipiers, nos équipières, mais ce sont des mots qui sont incontournables. La reconnaissance de l'autre, c'est ce merci et ce bravo, c'est la célébration d'une action réussie, la plus petite qu'elle qui soit, peu importe. Et je trouve que cet exemple, et donc si je pense que je dis très très souvent merci, mais je vais demain, dès demain, ne Impressionnant. pas dire bonjour et dire merci. Je vais tester ça et encore une fois, ce sont des mots que l'on cultive ici, mais de commencer sa journée Oui, c'est par un ça. merci avant le bonjour ou à la place du bonjour, je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Je m'en vais de ce pas l'utiliser dès demain. C'est top. Si tu as le temps de me donner un feedback, je serais vraiment très contente. Oui, 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 je ferai. Et Et donc, il y a cette authenticité, donc cette vulnérabilité, dire j'ai besoin de toi et je ne peux pas faire sans toi. Donc, c'est avouer ses fragilités, ses faiblesses, ses erreurs aussi. oui, Sorry, là, j'ai déconné. Là, j'étais pas OK. Là, ben voilà. Et si vous montrez cet exemple-là en tant que patron d'une PME, d'une boîte, peu importe, en tant que boss, manager, leader, quels que soient les mots qu'on utilise, si vous utilisez ça, c'est c'est juste magnifique. incroyable. Parce qu'à un moment ou à un autre, les uns et les autres peuvent se permettre aussi d'avouer leurs erreurs. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire preuve non plus d'idiotie et recommencer 18 000 fois la même erreur, parce que ça ne passera pas. Pour qui que ce soit, hein, y compris pour moi. Mais ça, et puis alors, le troisième élément, c'est la troisième attitude aussi dont on parle, c'est la confiance a priori. Faire confiance. Dans les entreprises, on fait des règles pour 3% d'emmerdeurs, de tricheurs. 97% des gens sont bons, sont responsables, et ce n'est pas à partir du moment, ils sont responsables chez eux, pour la plupart. Ce n'est pas parce qu'ils franchissent les portes d'une entreprise qu'ils viennent de tout un coup irresponsables et qu'on ne peut plus leur faire confiance. Si on explique clairement les choses, s'ils sont dans une entreprise dont le climat leur permet effectivement de pouvoir se déployer, mais évidemment, évidemment qu'il faut leur faire confiance, a priori, pas a posteriori, a priori. Tu vas faire tes preuves. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et tu reviens vers moi, tu fais une erreur, c'est pas grave, on en parle, on discute, on améliore, on met les choses en place, etc. C'est Jean-François Zobrist qui dit que 97% des gens sont bons, il y a 3% de cons. Sur Terre, ça fait quand même 225 millions de personnes, mais dans une Ils sont pas en entreprise de Belgique. ça. Que dis-tu? Ils sont pas en Belgique.
J'ai pas compris ce que tu disais. Ils ne sont pas en Belgique, Ils ne ceux-là. sont pas en Belgique. Si, si, il y en a aussi en Belgique. Il y en a aussi en Belgique. Oui. Il y a un livre de je ne sais plus qui s'appelle Objectif zéro sale con. Je ne sais plus, je sais plus qui a écrit ce bouquin, mais c'est un livre intéressant parce que on est et on sera encore con à certains moments. Hein. Passez-moi l'expression, mais on l'est tous. On a des réactions qui sont parfois comme l'essentiel, c'est de s'en rendre compte, qu'on puisse nous le dire ou qu'on s'en rende compte soi-même, puis qu'on l'améliore. Mais on a aujourd'hui dans des entreprises, sur une entreprise de 100 personnes, il y a 3 personnes qui sont connes. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte, soit à un moment ou un autre, de s'en rendre compte, de leur faire se rendre compte et de leur demander de changer, d'évoluer, et que le groupe, parce que le groupe va s'en rendre compte si les valeurs sont respectées, si la mission est claire. Mais le groupe se rend compte qu'il y a des gens qui tirent dans l'autre sens et qui seront à un moment ou à un autre éjectés. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Alors, dans les 3% de cons, tu as effectivement des gens qui sont cons, mais par contre, c'est eux qui pensent aux anniversaires de tout le monde, c'est eux qui pensent à poser la question de savoir comment va ton bébé, c'est eux qui pensent à, tu vois, ils créent le lien. Est-ce que tu les mets dans les cons? Bon, Ah, ben non, ben pas du tout. Ça n'a rien à voir. Les cons, c'est les profiteurs, les emmerdeurs, les tricheurs. d'accord. C'est eux les cons. Non, non. Attends, les personnes qui sont bienveillantes et qui effectivement sont attentives. Alors encore une fois, elles peuvent être bienveillantes hypocritement ou bienveillantes naturellement. Si elles sont tricheuses, emmerdeuses, profiteuses, là, effectivement, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Mais Excuse-moi, je t'interromps parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est OK, moi, cette personne-là, elle est nulle, il faut être derrière elle tout le temps. Mais par contre, c'est elle qui crée le lien. oui, mais alors, encore une fois, si elle est nulle dans un boulot, pourquoi est-ce qu'on la maintient dans ce boulot-là? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas servir l'ensemble de l'organisation autrement? Devenir Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui créer un autre poste? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas révéler son talent dans une autre fonction, dans un autre métier, d'une autre manière? Pourquoi est-ce que l'entreprise ne prend pas le temps de veiller à ce qu'elle puisse apporter son talent particulier à l'ensemble? Et plus en restant là. Alors peut-être que ça ne marchera pas et que dans cette entreprise-là, dans cette organisation-là, elle n'aura pas sa place. Mais au moins faire le travail de chercher à faire en sorte qu'elle puisse trouver sa place, de se mettre en perspective. Et peut-être qu'il y a, et ça arrive, à un moment ou à un autre, on se rend peut-être compte que des personnes ne conviennent pas au sens de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise. Et ce n'est pas grave. Le tout, c'est de s'en rendre compte, et c'est ce on a vécu ça 10 fois, 20 fois, les personnes qui nous ont quittés ou dont on a dû se séparer parce qu'elles n'étaient plus en phase avec ce qu'on cherchait, avec le sens de l'entreprise. Et ça s'est passé, sauf une seule fois, peut-être 2, sur 10 ans, 11 ans de N-Group, où effectivement ça ne s'est pas bien passé. Où il y a eu voilà, on n'est pas parvenu à trouver un terrain d'entente correct et le licenciement ne s'est pas fait de la meilleure manière. Voilà. Et je ne dis pas qui est responsable ou pas, c'est 50-50, c'est comme dans un couple qui divorce. Hein. On ne va pas chercher ici Mais donc, en général, si on fait l'effort de chercher là où la personne pourrait donner le meilleur d'elle-même, dans un autre univers, dans un autre cas, dans un autre métier, cherchons et cherchons ensemble. Et donc, cette confiance, a priori, pour moi, est un élément essentiel. Et ces 3 éléments permettent, et c'est le dernier élément sur lequel je veux insister, cette intelligence collective. Aujourd'hui, et c'est exprimé par le 1 + 1 = 3, qui est une formation que je donne sur le leadership inspirant, mais aussi sur l'intelligence collective, c'est, je n'ai jamais été fort en maths, mais le 1 + 1, le fait de mettre 2 talents ensemble, en crée un 3e, qui n'était pas présent au départ. C'est cette intelligence collective, et ce n'est pas là. Que dis-tu? C'est ce livre. Oui. Le talent de Valérie, dans ce que j'ai entendu, c'est justement de faire grandir les gens. Exact. Et elle m'a fait grandir, moi. Ben oui. Et je l'ai fait grandir, elle. On a grandi et on s'est donné quelque chose de plus. Ce qui, comme tu dis, c'est le résultat aujourd'hui, c'est le livre ou les séminaires, parce que le 1 + 1 = 3, on le fait ensemble.
Et donc, c'est de se dire que l'intelligence collective, ce n'est pas l'art de discuter ensemble. L'intelligence collective, c'est l'art de décider ensemble. C'est de faire en sorte qu'une décision puisse émaner d'un groupe et pas d'un seul individu. Alors, encore une fois, pas à n'importe quel moment, pas tout le temps, etc. Il y a des moments où il y a des urgences et où les uns ou les autres doivent prendre des décisions sans commencer à faire de popo et de discuter ensemble et puis de trouver une solution ensemble. Non, il y a des moments où il faut agir. Les périodes de pandémie, le démarrage, il faut pouvoir agir et agir vite. Des inondations, il faut pouvoir agir et agir vite. Et effectivement, on va commencer à discuter de savoir quelle était la meilleure solution. Il faut, voilà. Mais cette intelligence collective est juste un élément essentiel dans la structuration des organisations futures, que ce soit au niveau des familles, des entreprises, des ONG, peu importe des associations. C'est vraiment, et comment faire pour faire en sorte de redonner sa voix à toute personne qui participe à un collectif et de faire en sorte que cette personne ose donner sa voix et faire entendre sa voix. Ça, c'est aussi un magnifique exercice. Oui, oui, c'est tout ce principe de ces entreprises aujourd'hui où l'intelligence collective, vous savez, encore une fois, hein, c'est des oies sauvages. Quand vous les voyez circuler toutes seules, elles vont 24% plus vite, mais quand vous les voyez voyager ensemble, elles vont 70% plus loin. Ça dit tout. Et encore une fois, la nature, et on en parle aussi dans le bouquin, mais la nature est une source extraordinaire de réflexion, de vision, d'action, et on peut s'en inspirer en permanence pour pouvoir créer l'ensemble. Oui, tu parles aussi de permaculture, hein, mais ce livre est une vraie... je me suis beaucoup amusée. Hein. Je n'ai pas tout lu parce que voilà, j'en ai lu plus. Et puis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait lire comme ça. Je suis une hyper... Et ce livre n'est pas fait pour ça, Brigitte. Voilà. Ce livre est fait pour aller choper des trucs au fur et à mesure, tu vois. Voilà. Mais par contre, j'ai pris du plaisir. Je ne me suis pas dit, ah zut, il faut que je lise le livre de Marc et de Valérie. Non, je me suis dit, oh, ça c'est gai, quoi. Et même mon petit-fils s'est arrêté à quelques images, dont l'image de la zone de confort. Donc voilà. C'est cool. Eh bien, Marc, est-ce que tu as envie de dire le mot de la fin? Merci. Tu vas dire demain matin d'ailleurs. Écoute, merci pour ce partage, merci pour ton écoute, merci pour tes questions, merci pour ton intérêt, merci pour ta confiance, merci pour ce que tu es, ce que tu fais, merci de la transmission. Merci Marc.